Bienvenue à ce deuxième numéro de l'entretien sur les dyscarthroses. Nous avons commencé déjà un numéro que nous avons eu à effectuer sur les causes, sur la signification même des dyscarthroses et sur les causes. Nous allons à présent poursuivre avec les manifestations, les complications et les traitements possibles. Et pour ce faire, nous avons déjà retenu que les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes pour diverses raisons. Voilà, nous allons peut-être revenir très rapidement là-dessus avant de poursuivre avec les symptômes et manifestations. Et pour en parler, nous retrouvons notre invité, M. Basile Agbo. Il est spécialiste en communication santé, ostéopathe, naturopathe. Alors, M. Basile Agbo, rebonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre entretien sur les dyscarthroses. Et justement, vous disiez au premier numéro que les femmes sont plus exposées que les hommes. Pour qu'il y ait une suite, bien sûr, nous allons repartir sur ces causes-là. Je disais, dans le précédent numéro, que les femmes sont plus exposées pour plusieurs raisons. Premièrement, l'obésité post-maternelle. Nous avons les mauvaises habitudes, excusez-moi de le dire, le port de chaussures à talons et la maternité. Voilà, qui expose beaucoup plus les femmes comparé aux hommes. Les hommes aussi, il y en a d'obèses, il y en a qui courent aussi des risques. Des risques, tout à fait. Il y a aussi des métiers qui peuvent prédisposer à cela. Alors justement, on aimerait bien en arriver aux symptômes. Quand on souffre de dyscarthrose, c'est quoi les signes qui nous font tiquer, qui nous font dire attention, qui nous mettent la puce à l'oreille? Justement, quand on parle de dyscarthrose, il faut dire que c'est une maladie qui, au début, est insidieuse. Et c'est quand la dégradation est avancée que le patient commence pas à ressentir les premiers symptômes de la maladie. Et ces premiers symptômes se caractérisent généralement par des douleurs passagères, parfois vagues, qui peut survenir et juste à la prise d'un antalgique, ça disparaît et puis c'est peut-être des mois après que on peut confondre ça à de la courbature, par exemple. Et cette douleur, progressivement, va devenir récurrente. Au point où le malade va commencer par se rendre compte, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ma colonne vertébrale? Tout le temps, j'ai des douleurs au niveau du cou. Parfois, on se dit, est-ce que c'est pas parce que je me suis mal couché? On parle de torticolis. Voilà. On commence par se poser des questions. Mais c'est le début des symptômes de la dyscarthrose. Et à partir de ce moment, il faudra faire très attention. Et le mieux serait d'aller consulter. Le mieux serait d'aller déjà consulter. Premièrement. Deuxièmement, l'affaissement des disques intervertébraux va entraîner un entassement. Et cet entassement fera qu'il y aura un glissement des vertèbres. Ce qui ne devait pas être le cas. Et ces glissements-là peuvent entraîner des dégradations au niveau même des vertèbres. Au point où certaines vertèbres glissent les unes sur les autres jusqu'à donner ce que nous appelons des ostéophytes ou des becs de perroquet. Est-ce que vous voulez bien expliquer ça pour... Oui, c'est-à-dire l'usure qu'entraîne ce glissement-là, parce que ça commence par frotter les uns contre les autres. Et l'usure, en fonction de la position dans laquelle la colonne vertébrale est plus utilisée, il va se développer une excroissance osseuse qui va avoir la forme d'un bec de perroquet à l'extrémité, soit antérieure, soit postérieure, soit latérale des disques. Et ces ostéophytes peuvent aussi être à l'origine de douleurs parce que si par hasard elles compriment un nerf périphérique au niveau de la colonne, ça va entraîner des douleurs. Ces glissements feront que les nerfs qui prennent leurs racines au niveau de la colonne vertébrale, juste dans cet espace interdiscal, sera comprimé.
Et quand le nerf est comprimé à ce niveau, c'est la cible, c'est-à-dire l'organe cible de ce nerf qui commence par signaler la douleur. Et à partir de ce moment-là, le patient aura une douleur allant d'une douleur aiguë à une douleur chronique. D'autre part, il y a des crampes qui vont s'installer. Le patient va commencer par avoir des crampes. Le patient va commencer par avoir des sensations de fourmillement dans les membres. Quand il s'agit du cou, généralement, c'est les nerfs qui arrivent. C'est le plexus brachial qui est atteint. Et on commence par avoir des douleurs qui irradient vers les épaules et qui vont descendre progressivement vers les membres supérieurs, jusqu'aux extrémités des doigts. Parfois, on observe une raideur articulaire au niveau du cou. C'est ce que je disais dans l'autre numéro, le cou de lapin. Par rapport aux Indiens. Par rapport aux Indiens. Enfin, je donne l'exemple parce que c'est très frappant. Pour un oui, c'est comme ça. Pour un non, c'est comme ça, ouais. OK. Et au niveau de la région lombaire, généralement, c'est la 4e, 5e vertèbre lombaire qui est plus atteinte. Et c'est d'où la naissance des douleurs fessières. C'est ça. Alors, il doit bien avoir des cas de complications aussi. Hein? Bien sûr. Les complications, généralement, on observe une soudure des vertèbres. Donc, ça ne peut plus bouger. En fait. Ça ne peut plus bouger. C'est de là que naît la raideur complète au niveau des vertèbres incriminées. Parfois, on observe une sacralisation de la 5e vertèbre lombaire. C'est-à-dire, la 5e vertèbre lombaire vient se souder au sacrum. Et là, il y a certains mouvements que le malade ne pourra pas faire. On ne pourra plus faire. Alors justement, est-ce que si on avait l'habitude de faire, comment je vais dire, de faire des contrôles, hein, d'aller en visite régulièrement, cela aurait peut-être pu permettre de s'en rendre compte plus tôt? Oui, on va s'en rendre compte plus tôt. Mais reste le traitement. Justement, et j'allais vous demander, est-ce qu'il existe des traitements efficaces contre les discarthroses? Est-ce que c'est curatif? Est-ce que c'est juste pour aider le malade à mieux supporter les douleurs ou à moins les ressentir? Il existe des traitements. Les traitements sont à la fois médicaux et ostéopathiques chez nous. Et quand on parle de massage médical, en médecine généralement, les gens recommandent des médicaments qui vont aider à la reconstitution des disques intervertébraux, ce qui n'est pas souvent facile. Les antalgiques sont utilisés pour calmer la douleur. Mais ce n'est pas sans négliger les conséquences de l'utilisation de ces médicaments-là. Les effets secondaires. Les effets secondaires de ces médicaments-là sur la santé. En ostéopathie, concrètement, qu'est-ce qui est proposé? Il est proposé un traitement à la fois médical et le traitement par les massages. Mais quelque part, est-ce que c'est pas une maladie des riches? Parce que ça ne coûte pas cher. puisque c'est des problèmes qui guettent tout être humain. Ça ne tient pas compte. Voilà. Justement, donc, est-ce que c'est accessible, ce que vous offrez? Oui, c'est accessible. C'est accessible. Un malade qui vient chez vous, un malade qui vient dans votre centre avec une discarthrose, c'est quoi le cheminement que vous lui proposez? Très rapidement, en 1 minute, parce que là, le temps nous a laissé. Le protocole de prise en charge, c'est d'abord d'examiner le malade et d'identifier, de poser un diagnostic, de demander une radiographie ou un scanner ou une IRM pour confirmer ce diagnostic. À partir de ce moment-là, le malade est mis sous traitement. Et le traitement que nous proposons, déjà, c'est d'alléger la charge que constitue le poids même de l'individu sur sa colonne. Et il existe des exercices que nous faisons, tels que l'inversion
de la pression. C'est-à-dire, il faut mettre le malade en position de gravitation, tête basse, pied en l'air. Ce qui permet de détendre les vertèbres et de libérer les espaces intervertébrales qui sont coincés et qui sont à l'origine même des douleurs. C'est ça. Donc, on fait beaucoup de gravitation, on fait beaucoup d'exercices pour soulager la douleur. Et accompagner, bien sûr, des médicaments qui vont aider à la reconstitution de ces disques. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais dans le processus, quand c'est bien suivi, la guérison intervient. C'est quoi le pourcentage de réussite, de réussite? Le pourcentage de réussite chez nous est de 90%. Oui. Vous avez beaucoup de consultations, il y a beaucoup de demandes? Oui, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Maintenant, ce que je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire, à partir de 40 ans, faites attention à votre dos. Justement, j'allais demander les conseils, les bonnes pratiques. Réduire la consommation de la tomate dans l'alimentation, oui. On y est très habitué dans notre culture. La tomate contribue à la dégradation des cellules osseuses après 45 ans. Donc, réduire la consommation de la tomate. C'est très important. Ménager son dos, surtout pour les travailleurs, après 2 heures maximum en position assise, vous devez vous lever et vous détendre au moins pendant 15 à 30 minutes avant de reprendre des activités. Évitez de vous coucher sur les matelas à ressort, les matelas trop mousse. Adoptez des matelas médicalisés durs. C'est ça. Ce serait pour l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup, mais il faudra réfléchir encore pour voir comment aider les aides-maçons qui aident à confectionner les belles maisons dans lesquelles nous vivons et qui sont obligés de porter des sacs de ciment, monter des étages, etc. On leur fait un clin d'œil et bon, j'espère que vous allez trouver une solution pour eux. Merci beaucoup, M. Basile Agbo. Je rappelle, vous êtes spécialiste en communication santé, vous êtes ostéopathe, naturopathe. Avec vous, nous avons passé en revue ce qu'on peut entendre par les dysarthroses, les causes, les manifestations et surtout comment y remédier. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. C'est terminé pour cet entretien sur les dysarthroses. Mesdames et messieurs, nous avons eu du plaisir en votre compagnie. Restez donc scotchés au programme de SICA Télévision. À bientôt.